Aujourd'hui, chers amis, j'ai décidé de vous amener à un niveau supérieur. Bon. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'amener encore plus haut dans la sphère des mathématiques. J'ai décidé donc de faire avec vous la démonstration de la conjecture qui dit qu'il n'existe pas de nombre parfait impair. Donc allons-y sans tarder et travaillons ensemble cette démonstration. Au travail, allons-y pour la démonstration ensemble. Cette conjecture que nous allons démontrer ensemble, elle dit qu'il n'existe pas de nombre impair parfait. Bien sûr, nous allons la démontrer ensemble, vous allez la comprendre, et ça va devenir bien sûr un théorème. Théorème de qui? De Zamouri. À bientôt. Allons-y donc pour la démonstration. Oh là là, ça va être une belle démonstration. Ouh là là, c'est pas évident de faire youtubeur, hein. Franchement, c'est pas. J'espère que vous avez suivi le début là. J'ai eu du mal à filmer tout ça, hein. Franchement, c'est pas vraiment facile de faire la réalisation parfaite, parce que moi je suis quelqu'un qui aime la perfection, hein. Donc quand j'aime la perfection, alors je commence à bidouiller à droite et à gauche, et cette introduction, etc. Il faut que la phrase que j'ai dit soit juste, etc. et machin. Bon, parlons de perfection, pourquoi je fais cette vidéo? Ok? Je fais cette vidéo parce qu'il y a une conjecture célèbre qui dit qu'il n'existe pas de nombre parfait impair. Moi, je trouve que ça va de soi. Déjà, pourquoi ça va de soi? Parce que en français, on dit bien « j'ai commis un impair ». Quand on dit « j'ai commis un impair », il n'y a rien de parfait là-dedans, hein. Commettre un impair, si on regarde les explications de cette expression, ça veut dire « j'ai commis quelque chose » qui n'est pas très convenable, par exemple, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas... Ça veut dire que j'ai commis une bêtise, quoi, quelque chose comme ça, j'ai fait une erreur, et c'est loin d'être parfait, quoi. Voilà, tout cela est loin d'être parfait. Donc, déjà, étymologiquement et par rapport à la langue française, un nombre parfait impair, ça ne doit pas exister. On est d'accord? Ça ne doit pas du tout exister. Ce qu'on sait, on sait qu'il existe des nombres parfaits pairs. Euclide, lui, il a défini le nombre parfait. Il n'a pas dit je fais pair ou je fais impair. Il a dit voilà, si je prends un nombre m égal à 2 puissance p moins 1, si ce nombre est premier, et puis si je rajoute 1 à ce nombre, il devient 2 puissance p, et puis je lui divise par 2, il devient 2 puissance p moins 1, et je le remultiplie par lui-même, ça donne un nombre parfait. Voilà, donc les nombres parfaits de Euclide, ce sont de la forme 2 puissance p moins 1 fois 2 puissance p, le tout moins 1, entre parenthèses. Donc Euclide, lui, il prend un nombre m, voilà, de la forme 2 puissance p moins 1, il dit que c'est si m est premier, alors m plus 1 multiplié par m divisé par 2, m fois m plus 1 divisé par 2 est parfait. Autrement dit, lorsqu'il rajoute 1 à m, ça fait 2 puissance p, il divise par 2, ça fait 2 puissance p moins 1, et il multiplie donc par lui-même, par m, par 2 puissance p moins 1, et ça c'est parfait. Alors Euclide, il n'a jamais prononcé le nombre pair, le mot pair dans l'histoire, il n'y a pas. Mais il se trouve que les nombres là, ça donne des nombres parfaits, ceux-là ils sont pairs. Voilà. Alors arrivent les mathématiciens après Euclide, ils disent bon, d'accord, la définition de Euclide, elle donne un nombre parfait pair. Alors, comme ils sont intelligents, les mathématiciens,
sont vraiment... Il n'y a rien, à leur échappe. Hein. Ils disent, oh, existe-t-il des nombres parfaits impairs? Oh. Et donc, depuis, ils cherchent, il n'y a pas. Après, ils ont fait une conjecture qui dit, il n'existe pas. Ah, maintenant, démonstration. Avant la démonstration, l'énoncé. Donc, je vais énoncer ça en tant que théorème. On va l'appeler comment? Théorème de l'imperfection de tout ce qui est impair. Ah, c'est mieux comme ça. Théorème de l'imperfection de ce qui est impair. Théorème de l'imperfection des nombres impairs. C'est ça? Voilà, je vais l'appeler comme ça. Théorème de l'imperfection des nombres impairs. Voilà. Donc, je rappelle que c'était une conjecture. C'était la conjecture qui dit qu'il n'existe pas de nombres parfaits impairs. Donc, théorème de l'imperfection des nombres impairs. C'est ça que j'ai pensé tout de suite avec vous à trouver le nom de théorème ainsi. Donc, je viens de trouver le nom de théorème avec vous comme ça. Hein. Théorème de l'imperfection des nombres impairs. Pourquoi pas? Après, bon, vous rajoutez Zamouri si vous voulez. Mon nom c'est Zamouri Mourad, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Zamouri Mourad. Je suis le plus grand mathématicien du monde. Si on veut, hein, ça dépend de quel point de vue. Bon, j'arrête là. Ok, voilà. Comment je vais? Ben, c'est facile, hein, l'énoncé. On va dire, il n'existe pas. Alors, vous le voulez en baratin ou vous le voulez en symbole mathématique? Il n'existe pas, c'est comme ça. Hein. J'écris il n'existe pas, c'est mieux. Donc, théorème, voilà, hop, je prends. Il n'existe pas pour que ça soit compris par tout le monde. Parce que ils disent bien qu'on doit vulgariser les mathématiques. Ben, on va les vulgariser. Hein. Au lieu d'écrire comme ça, il n'existe pas, ben, on va écrire toutes les lettres. Hein. Il n'existe pas, la phrase, il n'existe pas. Donc, il n'existe pas. Bon, je me concentre. Hein. Bon, je me concentre. Je me concentre. Hein. J'ai préparé la panoplie au cas où je suis interviewé en visio après la démonstration. Ne vous inquiétez pas, on va le démontrer. Donc j'ai préparé mes lunettes, la télé. J'ai préparé ma bibliothèque que je vais mettre derrière moi pendant l'interview. On finira comme ça. Interview avec la bibliothèque derrière moi. Et tout à l'heure, donc, on finira le sketch de ça. Ok, tout ça c'est pour me mettre dans le bain. Bon, tout ça pour me mettre dans le bain. Hein. Bon, tout ça c'est pour se mettre dans le bain. Ok, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va faire la démonstration de la conjecture qui dit il n'existe pas de nombres impairs qui sont parfaits. Voilà, voilà. Et comme nous allons la démontrer ensemble, comme je viens de vous le dire, ce n'est plus donc une conjecture, mais un théorème. Donc je vais énoncer le théorème suivant. Ensemble, on va l'appeler quoi? On va l'appeler théorème de l'imperfection des nombres impairs. Comme on a dit, hein, moi je me réfère par rapport à l'expression. Moi j'ai toujours dans la tête l'expression commettre un impair. Commettre un impair, c'est imparfait. Hein, donc il n'existe pas de nombre impair parfait, ce qui signifie qu'un pair est de la famille de l'imperfection. Ce qui fait que le théorème, on va l'appeler ensemble. Hein. Moi, de toute façon, je trouve ce théorème
l'appellation adéquate à ce théorème. Je vais l'appeler, donc, la conjecture que nous allons démontrer, je vais l'appeler théorème. Théorème de quoi? Théorème donc de l'imperfection des nombres impairs. Voilà, théorème. Donc j'énonce le théorème. Théorème de l'imperfection. Bon, ça tombe bien, imperfection en deux mots, en deux parties. C'est pas en deux mots, mais en deux parties avec un trait d'union. Imperfection, puisque c'est imparfait. Hein. Imperfection des nombres impairs. Voilà. J'écris petit parce que j'ai besoin du tableau. Hop, ok, voilà. Ça, c'est le théorème. C'est le titre. Ça, c'est le titre du théorème. Voilà. Théorème de l'imperfection des nombres impairs. Que dit ce théorème? Donc, on va prendre le même énoncé que la conjecture. Hein. Il dit qu'il n'existe pas de nombres parfaits qui sont impairs. Voilà. Hein. Donc, il n'existe pas, on va le faire en baratin. Hein. Il n'existe pas, c'est pas la peine d'écrire qu'il n'existe pas comme ça, mathématiquement. On va l'écrire il n'existe pas en français, comme ça, tout le monde comprend. Donc, il n'existe pas de nombre parfait impair. Donc, ça n'existe ni dans la nature, ni dans l'industrie. Voilà, c'est un théorème qui est court. Hein. Voilà, ça c'est le théorème, et on va le démontrer. Tout de suite, voilà, j'encadre ce joli théorème, voilà, avec un point ici, hop. Voilà, théorème de l'imperfection des nombres impairs. Il n'existe pas de nombre parfait impair. Voilà, que signifie cette phrase? Ça signifie que si je prends un nombre impair, alors il n'est pas parfait. Voilà. Si je prends un nombre n, donc si n, ça veut dire que si n est impair, alors, dans ce sens-là, alors, n n'est pas parfait. Voilà. N'est pas parfait. Ou alors, n imparfait. Voilà. La contraposée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si je prends un nombre parfait, la contraposée, elle dit que ça veut dire que si n est parfait, alors n est comment? Il est pair. Voilà. Ça veut dire que moi, nous ensemble, nous allons démontrer cette conjecture, ou alors en prenant un nombre impair et démontrer que c'est pas parfait, ou alors prendre un nombre parfait n quelconque, n quelconque, hein, voilà, quelconque, et aboutir à une condition nécessaire, donc ça c'est une condition nécessaire, que n est un nombre pair, ok? Ça, condition, apparaît comme une condition nécessaire. Et c'est ça que nous allons faire ensemble. Hein. Je vais vous démontrer donc que si on prend un nombre n quelconque, et on suppose qu'il est parfait, alors forcément il est pair. Voilà. Maintenant vous savez ce qu'on va faire. Je vais encore vous donner l'architecture de la démonstration. Donc, on a dit on part d'un nombre n dans n, et le but c'est d'arriver
à une condition nécessaire, n est pair. Ok? Voilà. Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire pour aboutir à ça? On va supposer n parfait. D'accord? Donc, on a dit, si on prend un nombre n qui est parfait, il faut aboutir que n est nécessairement pair. Donc, calculer sigma de n. Voilà. Sigma de n. Et utiliser lemme de Gauss. Et puis, continuer la démonstration et aboutir à la condition nécessaire, n est pair. Voilà. Donc, on va utiliser sigma de n et sa multiplicativité. Donc, je rappelle que sigma est une fonction multiplicative. Donc, sigma de n, c'est la somme des diviseurs d'un nombre entier n. Voilà. On utilise la multiplicativité. C'est quoi la multiplicativité? Eh ben, si on a un nombre qui est produit de deux entiers qui sont promis entre eux, m et n par exemple, ça veut dire que sigma de m fois n est égal à sigma de m fois sigma de n. Voilà, c'est ça la multiplicativité d'une fonction. Voilà, et on va faire donc toutes ces démonstrations ensemble. J'efface et on va suivre la démonstration. Voilà. Vous allez voir que la démonstration elle va ressembler à celle qu'a utilisée Euler pour démontrer la réciproque du théorème d'Euclide, que je vous ferai dans une autre vidéo si vous la demandez. De toute façon, elle est disponible partout, la démonstration. Mais moi, ici, la vidéo, c'est pour vous donner la démonstration de la conjecture. Voilà. Donc, allons-y pour la démonstration. Soit, donc, n dans n, voilà. Il existe q dans n et x impair dans n aussi. Voilà. Donc on prend un n dans n, un nombre entier dans grand N. On sait qu'il existe q dans n et x impair dans n tel que n s'écrit 2 puissance q fois x. Tout nombre entier peut s'écrire de la forme, sous forme d'une puissance de 2 fois x. Alors ici, je rappelle que, entre parenthèses, que lorsque q est différent de 0, eh ben, n est pair. Ça signifie n est pair. Et lorsque q égale 0, eh ben, n est impair puisqu'on prend x impair. Donc, cette écriture, elle décrit pour tout x impair et q dans n, ça donne un nombre entier quelconque. On est d'accord? Il peut être donc pair ou impair. Voilà. On part donc de ce nombre, donc qu'on va supposer parfait, donc n parfait. C'est équivalent à dire que sigma de n est égal à 2 fois grand N. Comme n, c'est 2 puissance q fois x, donc c'est égal à 2 puissance q plus 1 fois x. Voilà. C'est la première étape. Deuxième étape, comme sigma est multiplicative, et que n est égal à 2 puissance q fois x, x et 2 puissance q sont premiers entre eux. Donc, sigma de 2 puissance q fois x égale sigma de 2 puissance q fois sigma de x. Donc, d'autre part, on a sigma de n est égal sigma de 2 puissance
q fois x. Comme x et 2 puissance q sont premiers entre eux, ça fait sigma de 2 puissance q multiplié par sigma de x. Puisque sigma de 2 puissance q, c'est la somme de tous les diviseurs de 2 puissance q, n'est-ce pas? Donc ça va faire 1 plus 2 plus 2 puissance q. Donc c'est la somme des q plus 1 termes d'une suite géométrique. De premier terme 1, de raison 2. Voilà. Ce qui nous fait donc 1 plus 2 puissance q égale 2 puissance q plus 1 moins 1. Donc c'est égal à 2 puissance q plus 1 moins 1 multiplié par sigma de x. Jusqu'à là maintenant, tout va bien, il n'y a pas de mystère, hein. Il n'y a rien qui est de nouveau. Maintenant, on va aller faire l'égalité. Sigma de n égale 2 puissance q plus 1 fois x. Et d'autre part, c'est 2 puissance q plus 1 moins 1 fois sigma de x. Donc quand on fait l'égalité là, donc on a 2 puissance q plus 1 fois x qui est égal à 2 puissance q plus 1 moins 1 fois sigma de x. Ok? Là, on va appliquer le lemme de Gauss. Pourquoi? On voit ici que 2 puissance q plus 1 moins 1 est un nombre impair. Il divise un produit de deux nombres, dont un qui est impair et l'autre qui est pair. Ça veut dire qu'il est premier avec 2 puissance q plus 1 qui est pair. Ce qui signifie, d'après le lemme de Gauss, qu'il divise x. Donc, d'après le lemme de Gauss, deux puissance q plus 1 moins 1 divise x. Alors, dire que 2 puissance q plus 1 moins 1 divise x signifie qu'il existe y. Il existe donc y tel que y multiplié par 2 puissance q plus 1 moins 1 est égal à x. Voilà. Donc x est divisible par 2 puissance q plus 1 moins 1 signifie qu'il existe y tel que x égale y fois 2 puissance q plus 1 moins 1. N'est-ce pas? Maintenant, je prends la valeur de x égale y fois 2 puissance q plus 1 moins 1 et je la remplace dans cette égalité-là. Ça me donne 2 puissance q plus 1 fois y fois 2 puissance q plus 1 moins 1 est égal à 2 puissance q plus 1 moins 1 fois sigma de x. Donc je peux simplifier des deux côtés de 2 puissance q plus 1 moins 1 et j'obtiens 2 puissance q plus 1 fois y 2 puissance q plus 1 fois y, n'est-ce pas, est égal à sigma de x. Nous avons trouvé la valeur de sigma de x. D'autre part, si on développe cette égalité de ce côté, on va avoir y fois 2 puissance q plus 1 moins y égale x. Et si on ramène y de ce côté-là, on trouve que x plus y, c'est aussi égal 2 puissance q plus 1 fois y. Donc je vous l'écris d'autre part. On a, d'après cette égalité-là, je ramène y par là, ça fait x plus y est égal y fois 2 puissance q plus 1. C'est 2 puissance q plus 1 fois y. Ben, on voit bien ici que sigma de x est égal donc à x plus y. Ce qui donne donc sigma de x est égal à x plus y. Or, x, comme tout nombre entier, il admet 1 est lui-même
comme diviseur au moins. Donc, ici, dans sigma de x, on doit ou alors rajouter 1, ce qui n'est pas possible. Hein, ça donne sigma de x égale x plus y plus 1, alors que c'est x plus y, puisque y lui-même et x sont des diviseurs, n'est-ce pas? Ou alors remplacer y par 1. Donc la deuxième solution qui est valable, c'est-à-dire y égale 1. Donc ici on va rédiger ça. Or, x admet au moins un et lui-même, 1 et x comme diviseur. Donc ils doivent figurer dans la somme de sigma de x. Il y a deux cas donc. Ou alors sigma de x ça devient x plus y plus 1, ce qui n'est pas possible, hein, parce que sigma de x est égal à x plus y. Ou alors y c'est égal à 1. Donc la deuxième solution qui marche le mieux, c'est y égale 1. Ce qui signifie donc y égale 1. Ainsi, sigma de x égale x plus 1, et x est un nombre premier, puisque la somme de ses diviseurs, c'est 1 et lui-même. Voilà. Donc, ainsi, sigma de x est égal à x plus 1, et x est premier. Voilà. Mais à quoi égale x dans ce cas-là? Comme y égale 1, x il devient égal 2 puissance q plus 1 moins 1. Ce qui signifie x est un nombre premier de Mersenne. Donc x qui est égal 2 puissance q plus 1 moins 1 est un nombre premier de Mersenne. Ce qui implique, donc ici on va utiliser la condition nécessaire pour laquelle un nombre de Mersenne est premier, ce qui implique donc ici dans ce sens une implication que la puissance de 2 est un nombre premier. Donc là c'est une condition nécessaire que q plus 1 est un nombre premier. Ok, q plus 1 est premier. Mais pour que q plus 1 soit un nombre premier, donc encore une condition nécessaire, q doit être différent de 0. Pourquoi? Pourquoi q doit être différent de 0? Parce que si q égale 0, ça implique que q plus 1 est égal à 1, et 1 n'est pas un nombre premier. Donc une condition nécessaire pour que q plus 1 soit premier, c'est que q doit être différent de 0. Et je rappelle que q différent de 0, c'est équivalent à dire que n est un nombre pair. Ici, donc, je mets CQ FD. Voilà. Si cette démonstration vous a plu, eh ben, mettez des likes, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, hein, j'arrête là. Je résume donc la démonstration, hein, du théorème. Le théorème, c'est il n'existe pas de nombre parfait impair, ce qui signifie que lorsque je prends n'importe quel nombre parfait, nécessairement, je trouve qu'il est un nombre pair. Parce que ça, ici, q différent de 0, donc équivalent à dire que n pair. Voilà. Ok. Donc, on est parti d'un nombre n dans n. Il existe q et x impair, q dans n et x impair, tel que ton nombre n peut s'écrire 2 puissance q fois x avec x impair et q dans n.
Ok? Après, on suppose que n qui est parfait. Lorsque n est parfait, c'est équivalent à dire que sigma de n égale 2n, égale donc 2 puissance q plus 1 fois x. D'autre part, la multiplicativité, ici, la multiplicativité de sigma de n, ici, multiplicativité, on va mettre multiplicativité, n'est-ce pas? Cette égalité, c'est la multiplicativité, hein. C'est de là à là, voilà, celle-là. C'est la multiplicativité de sigma de x, hein. Parce que x et 2 puissance q sont premiers entre eux. Ça c'est pair, ça c'est impair. Voilà, ça donne 2 puissance q plus 1 moins 1 fois x, puisque sigma de 2 puissance q c'est la somme des q plus 1 termes de la suite géométrique de raison 2 et premier terme 1. Voilà. Le lemme de Gauss, lui, il nous donne que x doit être divisible par 2 puissance q plus 1 moins 1, puisque 2 puissance q plus 1 moins 1 est premier avec 2 puissance q plus 1, n'est-ce pas? Il divise un produit 2 puissance q plus 1 fois x, n'est-ce pas? Il doit nécessairement diviser x. Ça veut dire qu'il existe y tel que y fois 2 puissance q plus 1 moins 1 égale x, n'est-ce pas? Ça, c'est la traduction du lemme de Gauss, de cette propriété. Ce qui signifie ici, en remplaçant x dans cette égalité-là, ça donne 2 puissance q plus 1 fois y égale sigma de x. Okay? D'autre part, on a x plus y lorsqu'on fait le développement de cette égalité x plus y 2 puissance q plus 1 fois y. Voilà. Ce qui signifie que sigma de x est égal à x plus y. Ok? Voilà. Or, on sait que n'importe quel nombre entier est divisible par lui-même et 1, et x est un nombre entier, hein, donc il est divisible par 1 et x. Puisque sigma de x égale x plus y, donc ici on ne voit pas le 1, donc, ou alors on rajoute le 1 et ça donne sigma de x plus grand que lui-même. Et sinon on dit voilà, y égale 1 et sigma de x égale x plus 1. C'est la deuxième solution qui est possible, parce que la première, on ne peut pas prendre sigma de x, x plus y, et après sigma de x plus grand que x plus y. Je rappelle que y c'est un diviseur de x, hein, donc on ne peut pas l'enlever. Voilà, donc y égale 1, ainsi sigma de x égale x plus 1. Et comme sigma de x égale x plus 1, ça signifie que x est un nombre premier. Voilà, tout le nombre premier, la somme de ses diviseurs, c'est 1 et lui-même. Donc, c'est la somme de lui-même et 1. Or, puisque y égale 1, donc je remplace 1 ici par y, et ça j'obtiens x égale 2 puissance q plus 1 moins 1. Voilà. Et ça, donc on a dit qu'il est premier, c'est un nombre premier de Mersenne. Or, on sait que pour avoir un nombre premier de Mersenne, il faut que la puissance de 2 soit un nombre premier. C'est-à-dire que q plus 1 est un nombre premier. Mais pour avoir q plus 1 premier, une condition nécessaire, il faut que q différent de 0. Parce que 1 n'est pas premier. Mais dire que q est différent de 0, ça signifie équivalent à dire que n, au départ, est un nombre pair. Et ça, je vous l'ai écrit dès le début ici. Q différent de 0, c'est équivalent à dire que n est pair. Ceci dit, la démonstration, donc, on est parti d'un nombre quelconque. On a dit que s'il est parfait, nécessairement, il est pair. Voilà, ce qui démontre le théorème. Ce qui signifie que lorsqu'il est impair, alors n n'est pas parfait. J'arrête là. J'espère que ça vous a plu, hein, la démonstration. Et si vous avez tout compris, eh ben, mettez des likes et faites partager la vidéo. Parce que ça, c'est une conjecture qu'on vient de démontrer ensemble, n'est-ce pas? Ça élève l'esprit, ça fait progresser les esprits mathématiques, des mathématiciens, et ça fait économiser le budget de recherche dans le domaine de mathématiques pour au moins cette conjecture, n'est-ce pas? Voilà. Je rappelle que je vous rappelle mon nom. Mon nom c'est Zamouri Mourad, hein.
Si jamais vous dites que ce théorème mérite d'être appelé théorème de Zamouri, et ben Zamouri, vous mettez, tu dites c'est le théorème de Zamouri. Voilà. Ok, ça marche comme ça. Zamouri Mourad. Le meilleur mathématicien du monde. Bon, on va voir ce que ça donne tout ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, hein, voilà, c'est la démonstration. Bon, j'ai préparé donc j'ai préparé un scénario hein, dans le cas où on me convoque pour une interview visio. Hein. Donc je mets l'intello, hein. Je mets ma bibliothèque derrière moi, là, voilà. Donc ma bibliothèque, ok. Et voilà, hein, donc la réponse à la question de laquelle, ben, comment j'ai eu l'idée de démontrer la conjecture. Il n'existe pas de nombre à faire. Et ben, jetez donc. Les deux. Et tout d'un coup, je pensais à une idée m'est trottée par la tête. Ça, mais que signifie l'expression en mettre un impair? Qu'est-ce qu'il y a de parfait et d'imparfait dans cette expression? Et là, j'ai commencé à cogiter sur la conjecture de mon pauvre. Laissez pas. La bibliothèque est partie. Je laisse tomber la bibliothèque. Et donc, donc j'ai commencé à commettre la paire. Et voilà, hein, donc je me suis documenté. Et puis j'ai trouvé la solution. J'espère que la solution vous a plu. Et donc voilà, hein. Donc, hein. Mais alors, comment ils ont raisonné? Ils ont dit, puisque cette définition donne le nombre parfait pair, donc ça nous donne un nombre parfait qui est pair et de cette forme-là, défini par Euclide. C'est un nombre de la forme de euclidienne, autrement dit. C'est un nombre parfait de Euclide. Voilà, ici donc ça devient un théorème concernant les nombres parfaits pairs. Alors, ils ont appelé ça théorème Euler-Euclide, ou alors Euclide-Euler. Henri Euler dit, si je considère un nombre pair, je pars d'un nombre pair de la forme de puissance P-1, fois x avec x impair du nombre de puissance P-1 est un nombre pair. Et je suppose, donc si il suppose ce nombre-là, il va l'appeler A par exemple. Si A égale 2 puissance P-1 est égal à fois x est parfait, alors si c'est parfait, alors forcément il est de la forme du nombre de Euclide. Alors il est de la forme m fois